Merci de nous rester fidèles. Il est 9h en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. La ministre en charge de la défense de l'AES se concerte à Niamey le but de coordonner les actions opérationnelles. Les ministres ont été reçus par le président de la République du Niger, le général Abdraman Tchani. Après la carotte, l'heure du bâton semble sonner. Le Secojec mène une vaste opération pour dégager les véhicules et engins stationnés dans les stations-service. Nous ferons le point avec Seydou Traoré. En sport, la CAF a confirmé l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage pour les barrages africains de la Coupe du Monde 2026. Les détails seraient avec Famou Djourté en fin de journal. Année de la culture, Dr Samuel Sidibé est le parrain du mois de novembre. Archéologue chevronné, Samuel Sidibé a imprimé sa marque au musée national qu'il a dirigé pendant 30 ans. Cheikh Omar Sangaré est allé à sa rencontre. Son portrait en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. AES, actualité. Oui, ce communiqué de l'état-major général des armées informe l'opinion que hier vendredi 9 novembre 2025, les femmes ont déjoué des attaques terroristes respectivement à Eremakono dans la région de Sikasso à 4h30, Sumpi dans la région de Tombouctou à 14h. Ces attaques ont été vigoureusement repoussées, suivies de ratissage avec d'importantes pertes infligées aux terroristes, tant humaines que matérielles. Les appuis des vecteurs aériens ont permis de localiser et neutraliser les rescapés terroristes en débandade. L'état-major général des armées rassure de l'engagement des femmes à défendre le territoire national. Le président de la République du Niger, chef de l'État, le général Abdraman Tchani, a reçu hier en audience les ministres de la Défense des pays de la Confédération de l'AES. Il s'agissait donc pour les ministres qui sont à Niamey dans le cadre d'une réunion qui entre dans le cadre de l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES. Les détails avec nos correspondants à Niamey dans nos éditions futures. Nous restons à Niamey où le président de la République, le général d'armée Abdraman Tchani, a accordé une audience au palais de la présidence à une délégation vénézuélienne conduite par le vice-ministre du pouvoir populaire des hydrocarbures et du pétrole. Martinez Navarro Joanny José. Donc la rencontre s'est déroulée en présence du Premier ministre Ali Mamad Lamine Zen. On fait le point avec nos correspondants de la télévision, de la radio du Niger. Nosotros, en nombre del presidente Nicolás Maduro. Toute la délégation est ici au nom du président Nicolas Maduro et ils sont heureux d'être ici au Niger. Ils sont venus pour une visite de travail qui consiste en plusieurs secteurs, mais spécialement ils sont là pour le secteur du pétrole. Et ils sont venus dans le sens de travailler dans plusieurs secteurs et apporter leur aide, mais spécifiquement dans le secteur des hydrocarbures. Et la visite consiste en la coopération que nous avons avec leur pays. Et puis, c'est une coopération qui avait commencé depuis leur ancien président Hugo Chavez et qui continue aujourd'hui avec Nicolas Maduro. Et j'espère que nous atteindrons nos objectifs à travers cette coopération. Ils sont convaincus que nous serons capables dans ce sens. Eux, de leur côté, vont nous apporter leur aide pour nous permettre de nous développer dans tous les secteurs nécessaires. Aussi, ils sont ici pour renforcer cette coopération et ils sont là pour œuvrer et apporter leur aide à notre peuple. Réunis à Ouagadougou, les experts de Burkina Faso et de la commission de l'UEMOA passent au crible la mise en œuvre des réformes, programmes et projets communautaires dans le pays. Cette 11e revue annuelle intervient dans un contexte d'approfondissement du processus d'intégration régionale. La rencontre permettra d'évaluer les progrès réalisés par le Burkina dans l'application des politiques communes au sein de l'Union. On fait le point avec Sano Sommet de la radio du Burkina. Depuis une décennie, cet exercice est devenu un rendez-vous incontournable pour mesurer les progrès accomplis et identifier les défis subsistants dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA.
Cette année, le Burkina s'illustre par des résultats encourageants, selon la représentante du ministre en charge de l'économie, Adiara Ouedraogo. Cette revue consiste à faire le point sur l'état de mise en œuvre des réformes de l'UEMOA au plan national. La revue réalisée en 2024 a permis de noter des avancées significatives en matière de transposition et d'application des réformes communautaires. Ainsi, les performances enregistrées par le Burkina Faso révèlent un taux global de mise en œuvre des réformes de 88,99%. Un travail d'évaluation permettra d'élaborer un mémorandum consensuel entre le Burkina et la Commission de l'Union. Ce document va consigner les performances et les défis à relever en prélude à la phase politique de la revue prévue en 2026, souligne le chef de la délégation de l'UEMOA au titre de cette 11e revue annuelle, Samson Adebayor. Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux autorités du Burkina Faso pour leur engagement et pour le respect de leurs obligations vis-à-vis de l'Union. Les travaux de la présente réunion s'appuieront sur la grille de pondération adoptée de commun accord lors de l'atelier régional préparatoire de la revue édition 2025 tenue à Dakar du 16 au 20 juin 2025. Durant 3 jours, les experts nationaux et la délégation de la commission de l'UEMOA passeront en revue les réformes menées dans 3 grands domaines. Il s'agit de la gouvernance économique et la convergence, les marchés communs ainsi que les politiques sectorielles. Retour à l'actualité nationale, fin hier de la 16e réunion annuelle des correspondants nationaux des bureaux de liaison de l'Organisation mondiale de la douane chargée du renseignement pour l'Afrique de l'Ouest et au centre. Le thème de cette rencontre était frontières fragiles et optimisation des recettes douanières dans la région de l'Organisation mondiale de la douane. Les enjeux et perspectives, la rencontre a permis d'adopter plusieurs recommandations, notamment la poursuite de la sensibilisation des administrations douanières, l'évolution des instructions cadres sur le renseignement, le renforcement du cadre de coopération entre les services de renseignement douaniers. On fait le point avec Mamadou Fane. Au terme de ces 5 jours de travaux, des recommandations ont été adoptées par les experts allant dans le sens de l'amélioration des renseignements douaniers. Jean-Philippe Vundi, rapporteur. Poursuivre la sensibilisation des administrations de la région à intégrer les technologies émergentes, GeoInt, IA, outils de tracking, dans leurs mécanismes de lutte contre la fraude. Encourager les administrations membres à poursuivre l'évaluation des instructions cadres sur le renseignement déjà mises en place au niveau national. De renforcer la coordination et la coopération opérationnelle avec les autres forces d'application de la loi, à savoir les forces de défense et de sécurité. Ibrahim Djoya, directeur du bureau régional de liaison chargé des renseignements pour l'Afrique centrale. De part et d'autre, il a été unanimement admis par les experts que la porosité des frontières, l'obsolescence des outils de contrôle dans un contexte de frontières fragilisées par des défis nouveaux constituait un frein pour les services dédiés à assurer une meilleure prise en charge des biens et des personnes tels que prescrits par les standards internationaux actuels aux fins de sécuriser les recettes douanières. Face à ces nombreux défis, le renseignement douanier se positionne comme un pilier stratégique. La rencontre de Bamako a permis de redynamiser les services de renseignement des douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Amadou Konaté, directeur général des douanes du Mali, vice-président de la région Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Organisation mondiale des douanes. Vos travaux s'achèvent, mais le véritable défi continue. Il s'agit de transformer les recommandations en actions concrètes afin que nos frontières cessent d'être perçues comme des zones de fragilité pour devenir des espaces de sécurité, de prospérité et d'intégration régionale. Les participants à cette rencontre des correspondants nationaux des bureaux de liaison des renseignements douaniers de l'Organisation mondiale des douanes ont salué les responsables des douanes maliennes pour la bonne organisation de cette réunion. Une vaste opération est en cours dans la ville de Bamako pour dégager les véhicules et engins stationnés devant les stations-service et sur les voies publiques. L'objectif principal est de réduire les risques sécuritaires et améliorer la fluidité du trafic. Cette opération est menée par la police nationale. On fait le point avec Seydou Traoré.
Pour sécuriser les engins dans les stations de service de carburant et sur les routes, cette opération coup de poing de libération des servitudes des routes a été lancée par le Centre de coordination et de gestion des crises CIRCOGEC. C'est en collaboration avec la police nationale. Il s'agit bien de la mise en fourrière des véhicules et engins qui obstruent les routes ou mal stationnés le long des axes principaux et dans les stations-service. Contrôleur général de police Youssouf Kone, directeur général de la police. Conformément au communiqué numéro 005 du 4 novembre 2025, il a été instruit dans le cadre de l'amélioration de la sécurité publique de dégager les véhicules abandonnés ou tout autre agent au niveau des stations et au niveau des voies adjacentes à ces stations. Donc aujourd'hui, il nous a été amené à dégager ces véhicules. Nous allons continuer cette opération pour amener la fluidité au niveau des aires de stationnement et encore pour assurer la sécurité publique. Les véhicules remorqués feront l'objet de sanctions selon la réglementation en vigueur conformément au code de la route. Contrôleur général de police Youssouf Kone, directeur général de la police nationale. C'est des véhicules abandonnés. Il y a une procédure qui est mise en place. Les contrevenants vont être soumis à des amendes très fortes. L'approvisionnement continue. Les cargaisons d'hydrocarbures arrivent. Ils n'ont qu'à enlever de leur tête l'impression de pénurie. C'est cette impression qui fait même mal que la pénurie elle-même. L'opération démarrée à Sévéninkro en commune 4 du district de Bamako sera étendue à toute la capitale et dans les autres grandes villes du pays. Cérémonie de remise officielle d'un scanner et des kits de dialyse à l'hôpital Fousseyni Daouda Kaye, un don offert par la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola pour un coût estimé à 600 millions de francs CFA. On fait le point avec Kabadiara. D'une valeur de plus de 600 millions de francs CFA, ce scanner et ses kits de dialyse offerts à l'hôpital régional Fousseyni Daouda Kaye par la CEMOS SA viennent s'ajouter à la longue liste de la donation de la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola SA. Dr Samou Diara, directeur général de l'hôpital Fousseyni Daouda Kaye. Notre vision est de faire de l'hôpital Fousseyni Daouda Kaye un hôpital de référence, un hôpital accueillant, un hôpital performant et pleinement au service de la population à l'horizon 2029. C'est pourquoi je tiens à exprimer nos sincères remerciements à la société CEMOS SA. Grâce à son appui généreux, notre hôpital est aujourd'hui doté d'un scanner moderne et de kits de dialyse. Taïrou Balo, directeur général de la CEMOS SA. Désormais, avec ces deux unités spécialisées, équipés d'appareils de technologie de pointe, la direction générale, la CEMOS et le groupe Allian entendent apporter leur modeste contribution pour assurer et garantir une meilleure santé aux populations à moindre coût. Pour le chef de l'exécutif régional, l'acquisition de ce scanner représente une avancée technologique et médicale considérable pour l'hôpital Fousseyni Daouda qui devient ainsi un des hôpitaux les mieux équipés du Mali en matière de diagnostic par imagerie. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kaye. Je tiens à rendre un hommage appuyé à la CEMOS SA pour cet acte de haute portée sociale. Votre geste vient d'être une simple contribution matérielle, traduit un engagement citoyen exemplaire. Vous démontrez par là que l'entreprise minière peut être un véritable acteur de développement durable. Le gouverneur, accompagné d'une délégation, a visité d'abord le centre de dialyse et l'unité de néonatologie avant de procéder à la remise officielle du scanner et des kits destinés au centre de dialyse offert par la CEMOS SA. Kaye Kabadiara, Lassana Keita pour l'ORTM. Nous abordons la page internationale de cette édition. Je reçois dans ce studio Ibrahim Kouakounate. Bonjour. Bonjour Mohamed Diarra. On commence par la Côte d'Ivoire, le rendez-vous avorté du parti de Laurent Gbagbo qui avait mobilisé ses partisans hier pour une marche de protestation. Tout à fait. En Côte d'Ivoire, le parti politique de Laurent Gbagbo a reporté sa marche de protestation initialement prévue le vendredi 7 novembre au samedi 8 novembre 2025. Le préfet d'Abidjan a interdit cette marche en s'appuyant sur un arrêté qui interdit les manifestations publiques pendant 2 mois. Les autorités ont mis en garde le parti contre tout acte de défiance à l'encontre de l'État. Cette marche vise à protester contre les résultats de l'élection présidentielle et l'arrestation de certains cadres du parti. En Tanzanie, l'État frappe fort avec des arrestations.
En Tanzanie, 76 personnes ont été inculpées hier pour la trahison et le complot criminel après les violences post-électorales. Elles sont accusées d'avoir tenté d'intimider les autorités pendant les élections du 29 octobre. Les observateurs internationaux estiment que le scrutin n'a pas été libre ni équitable. Le parti d'opposition Chadema parle de plus de 1000 morts et accuse les forces de sécurité de dissimulation. À présent, qu'est-ce qui se passe concrètement au Soudan? L'armée soudanaise affirme avoir intercepté des drones lancés par les FSR sur Atbara et Omdurman. Ces frappes surviennent juste après l'annonce d'une trêve humanitaire proposée par le groupe CAD. Les FSR avaient récemment pris le contrôle de la ville d'El Fasser après un long siège. L'ONU tiendra une session d'urgence le 14 de ce mois sur la situation au Soudan. Cette réunion a été demandée par plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Au Kenya, la victime d'un attentat attend toujours réparation. Au Kenya, les victimes de l'attentat du 7 août 1998 attendent toujours leur indemnisation. Eh bien, la justice a reporté l'examen de leur dossier au mois de janvier prochain. L'attentat contre l'ambassade des États-Unis à Nairobi avait fait 213 morts. Les survivants accusent le gouvernement kenyan de retarder les démarches pour obtenir des compensations. Le rendez-vous de l'actualité internationale, c'était avec Ibrahim Koukounate en direct dans ce studio. Une réalisation de Adam Mega. Merci et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Et les sports dans une poignée de secondes. La Confédération africaine de football a confirmé l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage VAR pour les barrages africains de la Coupe du Monde 2026 qui se dérouleront en match unique à Rabat au Maroc. Et puis le sélectionneur du Mali, Tom Saint-Fitz, a dévoilé hier vendredi la liste des joueurs retenus pour le match amical à la Jordanie. Et puis c'est la deuxième fois que le pays, l'Égypte, accueille le tournoi après l'édition inaugurale en 2021. L'USFAS du Mali est la représentante de la zone ouest à Le Point avec Famrou Djourté. Duel de débutantes ce samedi entre le FC 15 de Agosto de la Guinée équatoriale et l'USFAS du Mali en Ligue des champions féminines de la CAF. Cette rencontre du groupe A marque le troisième face-à-face entre clubs de Guinée équatoriale et du Mali dans la phase finale de la compétition. Les deux précédentes confrontations avaient accouché d'un match nul d'un but partout. L'AS Mandé du Mali face respectivement au Malabo Kings en 2021 puis aux Hurricanes Ladies en 2023. Le coup d'envoi du match entre FC 15 Agosto de la Guinée équatoriale et l'USFAS du Mali est prévu à 15h GMT. Ensuite, à 18h, le FC Massar, représentant du pays hôte, et l'AS FAR du Maroc, finaliste de la dernière édition, s'affrontent. Une affiche au parfum de revanche. En effet, les deux équipes se retrouvent pour la deuxième année consécutive en Ligue des champions féminines de la CAF. Leur dernier duel remonte à la demi-finale en 2024 à El Jadida, remporté par l'AS FAR 2-1. Cette cinquième édition de la Ligue des champions féminines de la CAF se tient du 8 au 21 novembre 2025 en Égypte. C'est la deuxième fois que le pays accueille la compétition après l'édition inaugurale en 2021. Les rencontres se jouent dans deux stades, le canal de Suez à Ismailia et le Right to Dream Stadium au Caire. L'équipe vainqueur de cette édition 2025 se qualifiera pour le dernier tour qualificatif de la Coupe des champions féminines de la FIFA 2026. Toujours en football, la deuxième journée des matchs de groupe de la Coupe du Monde de moins de 17 ans garçons Qatar 2025 prend fin ce samedi. Dans le groupe L, le Mali joue contre l'Autriche, coup d'envoi 13h GMT. Lors de la première journée, les cadets maliens se sont imposés 3-0 face à ceux de la Nouvelle-Zélande, tandis que l'Autriche est venue à bout de l'Arabie Saoudite par le minimum d'1-0. Le vainqueur de cet affrontement fera un grand pas vers la qualification et même pour la première place du groupe L. Les deux équipes battues lors de la première journée, l'Arabie Saoudite et la Nouvelle-Zélande, s'expliquent à partir de 15h45 GMT. Malheur aux vaincus. Hier vendredi, 3 sélections africaines faisaient leur deuxième sortie. L'Égypte et le Venezuela se sont séparés sur un score de parité 1-1. Un nul précieux qui permet aux jeunes pharaons de conserver la tête du groupe E avec 4 points avant d'affronter l'Angleterre, un match décisif pour la qualification. Battus lors de leur première sortie, la Côte d'Ivoire et le Mexique se retrouvaient pour un duel déjà décisif dans le groupe F. Le Mexique a eu finalement le dernier mot en l'emportant par 1-0. Cette défaite laisse la Côte d'Ivoire dernière du groupe F avec 0 points. Les Éléphantaux sont quasiment éliminés avant leur troisième match où ils affronteront
la Corée du Sud. Il faudra gagner pour espérer finir parmi les meilleurs troisièmes. Dans le groupe H, la Zambie impressionne et se positionne pour la tête du groupe après son large succès 5-2 contre le Honduras. Avec 6 points chacun, la Zambie et le Brésil s'affrontent le 10 novembre pour le leadership du groupe H. Dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de novembre 2025, les Aigles du Mali affrontent la Jordanie le 18 novembre en match amical international. Pour l'occasion, le sélectionneur du Mali Tom Saintfit a rendu public sa liste de joueurs retenus pour ce match. C'est une liste de 25 joueurs comprenant 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 9 attaquants. Parmi les joueurs sélectionnés, il y a des absences notables. Yves Bissouma, Abdoulaye Diaby, Sigou Niakate et Kamouri Doumbia sont forfaits pour des raisons de blessures. Néné Dorgelès sera absent à raison de circonstances familiales. La rencontre Mali-Jordanie en amical aura lieu au stade olympique Amadi Agrebi de Rades en Tunisie. Le coup d'envoi est prévu à 18h30 GMT. Et pour terminer, la Confédération africaine de football, CAF, a confirmé l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage VAR pour les barrages africains de la Coupe du Monde 2026 qui se dérouleront en match unique à Rabat au Maroc. Cette décision, saluée par de nombreux observateurs, vise à renforcer l'équité et la crédibilité de ces rencontres à enjeu capital où le moindre fait de jeu peut changer le destin d'une sélection. Il marque un tournant puisque la technologie n'avait pas été systématiquement utilisée lors de la phase de groupe des éliminatoires. Le Nigeria, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Gabon, les 4 équipes en lice pour le seul ticket restant vers le tournoi des barrages intercontinental de la FIFA bénéficieront donc d'un niveau de supervision technologique maximal pour ces duels décisifs. Le mini-tournoi des barrages intercontinental des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026 se dispute du 13 au 16 novembre 2025 à Rabat au Maroc. Les affiches sont Nigeria contre Gabon et Cameroun face à la République démocratique du Congo. Les 2 vainqueurs se retrouvent en finale pour le seul ticket intercontinental. Page Mali Culture 2025. Année de la culture, le mois de novembre est parrainé par Dr Samuel Sidibé, archéologue chevronné. Samuel Sidibé a imprimé sa marque au Musée national qu'il a dirigé pendant 30 ans. Il a aussi 12 ans durant été le délégué général de la Biennale africaine de la photographie aux rencontres de Bamako. Actuel directeur du parc national, l'homme est un modèle dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Sur les traces du Dr Samuel Sidibé, parrain du mois de novembre de l'année de la culture, c'est une réalisation de Cheikh Omar Sangaré et Mariam Koulibaly. Derrière son calme olympien, l'incarnation de la muséologie au Mali. Samuel Sidibé a vu le jour au début des années 50 à Somasso, au pays Minyanka, dans le cercle de Bla. Il continue sa scolarité en obtenant son diplôme d'études fondamentales DF à l'école primaire protestante de Yorosso avant d'entrer au lycée Badala de Bamako en 1968. Après le baccalauréat, Samuel voit son rêve d'homme de droit s'envoler car seul le destin a raison sur l'homme et il l'entraîne dans le domaine de l'archéologie. Dr Samuel Sidibé, parrain du mois de novembre de l'année de la culture. Le choix de l'archéologie était donc pas un choix personnel. C'était un choix dicté par le ministère de l'Éducation à l'époque. À l'époque, d'ailleurs, on ne disait pas archéologie, on disait muséologie. Et j'avais été donc envoyé en France pour faire des études de muséologie parce que je pense qu'à l'époque, ça correspondait à un plan que l'État avait fait pour le développement des musées. Ainsi, à l'université de Clermont-Ferrand en France, Samuel Sidibé décroche une maîtrise en histoire de l'art avant de présenter une thèse à Paris 1 Sorbonne sur l'archéologie funéraire de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en 1980. Rentré au pays après les études, l'archéologue intègre la fonction publique par l'Institut des sciences humaines où il dirige des fouilles archéologiques pendant 7 ans. Puis, il devient en février 1987 le directeur du Musée national. Face aux défis du moment, l'homme s'érige en rempart contre le vol et le bradage du patrimoine culturel national. Le pays était victime de pillages importants. Les sites archéologiques étaient considérablement pillés. Les objets étaient exportés illicitement. Nous avons profité de ce moment pour créer une véritable conscience autour de la nécessité de protéger le patrimoine. Par exemple, donc, les textes de loi qui permettaient de protéger les textes, le patrimoine, nous avons élaboré l'ensemble de ces textes. Grâce à ces efforts et à travers achats, dons, legs et autres restitutions, le fonds du Musée national est considérablement alimenté.
Même dans cette salle, vous avez un objet ici qui a appartenu à Jacques Chirac, qui a été offert à Jacques Chirac, et qu'à cause donc de la bagarre que nous avons faite, cet objet, Jacques Chirac a été obligé de ramener cet objet au Mali. Il y a un autre objet ici qui a été acheté à l'époque par le musée de Kebrali, mais à cause de la bagarre qu'on avait soulevée, à cause de la sensibilité qu'on avait fait, le musée de Kebrali a retourné la pièce. Pour mieux conserver ces objets, Samuel initie un ambitieux projet de modernisation et d'agrandissement du musée national. On est passé de 400 mètres carrés de surface d'exposition à plus de 1000 mètres carrés de surface d'exposition. Toutes les salles que vous avez vues, la salle d'exposition temporaire que vous avez vue, la boutique, etc., ça faisait partie effectivement de ce projet d'extension. Parmi les prouesses du docteur Samuel Sidibé au musée national, on note également l'exposition Les Vallées du Niger qui a bénéficié de la collaboration de 8 autres musées, dont 6 africains et 2 français en 1992. Après 30 ans de service à la direction du musée national, Samuel fait valoir ses droits à la retraite en 2017. Depuis, il dirige le parc national qui est aussi l'émanation d'un des projets dont il fait partie des initiateurs. Un projet qui englobe promotion du patrimoine culturel, protection du patrimoine naturel et sauvegarde de la biodiversité. Si vous regardez la topographie des lieux, vous avez d'un côté le musée, vous avez le parc botanique et vous avez le parc zoologique. Et l'idée, c'était donc de faire en sorte que la question de la culture et de la nature soient ensemble. Sous son leadership, le parc enregistre plus d'1 million de visiteurs par an. Samuel Sidibé, c'est de la constance au service de la culture. Ainsi, il fut délégué général de la Biennale africaine de la photographie ou les rencontres de Bamako de 2005 à 2017. Ces pionniers de la lutte contre le trafic illicite des biens matériels prônent à la fois conservatisme et contemporanéité dans la concrétisation du Malikoura. Et je pense que le Malikoura doit contribuer à mettre des valeurs en exergue. Notre passé, oui, il est important parce qu'il est porteur de valeurs, il est porteur de savoir, il est porteur de conscience. Mais aujourd'hui, ce passé doit servir à construire les valeurs contemporaines. C'est avec joie, fierté et modestie que les septuagénaires abordent les mois dont il est désigné parrain par le département en charge de la culture. La culture a été donc au cœur de ma vie, de toute mon activité professionnelle. Et je pense que si je peux aider à ce qu'il y ait un petit plus pour ce mois, je suis complètement disponible à le faire. Figure charismatique de la protection du patrimoine culturel, Dr Samuel Sidibé, bien que tombé dans les chaudrons de l'art par hasard, incarne la conscience populaire de conservation de l'immense réservoir culturel dont dispose le Mali. Oui, c'est la fin de cette édition à 9h passées de 27 minutes. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré à la mise en onde. Coordination éditoriale Broma Traoré. La mise en ligne est assurée par Badi Touré. Réalisation Adam Maïga. Passé d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.